Bon, 45 minutes comme d'habitude. Après le déjeuner, c'est toujours un peu plus difficile. 5 intervenants de qualité, vous allez les découvrir, vous en connaissez certains. Sur un thème avec 3 mots, le territoire, l'organisation, les aînés. Rien d'extraordinaire, au contraire, on est au cœur de notre sujet. Simplement 5 positions différentes, assez différentes d'ailleurs, et je vais d'abord, dans un premier temps, les interroger sur c'est quoi aujourd'hui leur rôle et c'est quoi leur dans cette prise en charge, enfin je n'ose pas trop dire prise en charge parce qu'on a vu qu'au Québec c'était un gros mot, dans cette prise en compte des aînés ou dans ce parcours de soins, de vie, de santé des aînés. Alors on commence par Philippe Boutin qui jusqu'à très récemment était encore le président des URPS de France. Maintenant il ne l'est plus tout à fait parce que les médecins s'entendent tellement bien qu'ils changent d'organisation de temps en temps. Bon, voilà. Mais bientôt, il va s'occuper des médecins à l'échelle européenne. Mais il reste quand même néanmoins un médecin, et un médecin de base. Et parmi ses inventions, je n'oublie pas que l'infirmière Azalée, par exemple, entre autres. Philippe, pour un médecin, notamment généraliste, pas seulement tous les médecins, mais c'est quoi exactement la santé des aînés? À quoi ça correspond exactement? Est-ce que c'est un problème majeur? Est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce que c'est simplement une catégorie? C'est quoi exactement? C'est quelque chose qui devrait être résolu au niveau macroéconomique. On ne peut pas tronçonner une population comme ça, me semble-t-il. Je pense que si l'ensemble de la population était prise en charge d'une manière correcte, il n'y aurait pas plus de problèmes d'aînés que de problèmes de pédiatrie. Je pense qu'actuellement, et c'est une différence entre la France et les autres pays européens, on a une approche populationnelle sans le dire. Et quand on a une approche populationnelle sans le dire et sans faire une négociation ciblée, approche populationnelle, on a un tronçonnage. On a un traitement en silo contre lequel notre ministre a pourtant une position très claire et contraire. Elle veut de la fluidité entre les acteurs. Et je pense que si on fait de l'approche populationnelle sans le dire et sans mettre les cartes sur la table au niveau d'une négociation conventionnelle, on va se retrouver avec un tronçonnage qui est contre-productif, aussi bien pour les aînés que pour les chroniques, que pour les autres pathologies. Pour toi, ça veut dire des consultations spécifiques, ça veut dire des moyens spécifiques, ça veut dire des orientations spécifiques, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire effectivement une partie des médecins cible leur population de patients et apporte une réponse spécifique à leurs problématiques. Comme on peut apporter une réponse spécifique à une pathologie chronique, comme on peut apporter une réponse spécifique à un traitement de cancer. Bref, il faut qu'il y ait... Là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, par exemple, les pharmaciens vont faire de la délivrance de médicaments. C'est de l'approche populationnelle sans le dire, puisque le pharmacien est ciblé petit risque au niveau de l'acte, et donc on va déléguer dans une négociation annexe, qui est en dehors du système de soins et en dehors des médecins, on va déléguer des petits actes à des paramédicaux ou à des médicaux. Donc ça, c'est pas possible. On ne peut pas résoudre un problème. Le système de santé français, et c'est une différence par rapport au système européen, le système de santé français s'est constitué sur des histoires de chasse et des histoires personnelles. À l'Assemblée nationale, quand les députés prennent la parole, souvent, ils parlent de leurs problèmes personnels, de leurs problèmes par rapport à traitement d'un proche. C'est pas possible. On ne peut pas construire un système de santé là-dessus. C'est pas sain. Charles, on te connaît bien. Charles Guéprat, directeur général du CHU de Nice. Tu es le régional de l'Étape, le régional tout court. À part de recevoir des chefs d'État souvent âgés dans les CHU, qu'est-ce que vient faire un CHU dans la prise en charge des aînés? Alors c'est une excellente question, puisque même la communauté médicale parfois se la pose. Et je voulais commencer en rapportant une anecdote qui est relativement signifiante, puisque nous avons mis en place dans le sein des saints du CHU de Nice, qui est Pasteur 2, une unité de court séjour gériatrique, donc qui a accès à l'ensemble du plateau technique de réanimation, d'imagerie, etc.
et que nous avons reçu une lettre de pétition de certains PUPH de surspécialité nous expliquant qu'on voulait transformer le CHU en hospice universitaire. Donc c'était assez signifiant quand même sur le... C'était des professeurs pourtant aussi relativement jeunes, néanmoins, et pas de la génération de l'ex-mandarina, mais on a eu le droit à... la gériatrie n'a pas besoin de plateau technique, la gériatrie a besoin d'espaces verts, la gériatrie a besoin d'être éloignée des centres de soins critiques et d'urgence. Et finalement, le projet médical du CHU, dont le premier axe est l'axe de vieillissement-autonomie à côté de l'ambulatoire et de la cancérologie, ce qui nous paraît relativement normal dans une ville où un tiers des habitants a plus de 60 ans, n'est pas, la gériatrie n'a pas droit de citer dans un endroit aussi prestigieux. Tu es passé outre, ça marche? Bien entendu, c'est le service qui a le plus rapporté l'année dernière. Les vieux, ça rapporte en plus. Mais va rapporter, en tout cas, qui est rempli à quasiment 100%, avec une DMS très courte et une intensité de soins qui n'est pas la même, notamment dans les services d'où on a reçu la pétition. Donc, on s'aperçoit quand même qu'il y a des mentalités à faire évoluer. Fort heureusement, je dirais, pour être beaucoup plus positif, le CHU de Nice a vraiment, et sous l'autorité et la conduite d'Olivier Guérin, qui sera là, je crois, tout à l'heure. On l'a vu ce matin avec... oui, avec le président du conseil d'administration qui doit animer cette filière, mais on sent qu'il y a encore des choses à corriger et on sent qu'il y a encore un hiatus entre CHU et prise en charge de personnes âgées. Parce que dans la panoplie, tu as aussi un EHPAD ou deux, non? Alors, on a quelques lits d'EHPAD, effectivement, dans le CHU, on a des lits de soins de suite, bien évidemment, et on a du SLD, enfin on a toute la panoplie, mais l'enjeu c'était vraiment de se dire quel doit être notre rôle et notre place, spécifique. Et surtout arrêter de subir, puisque on peut tous subir. On a un service d'urgence qui accueille 100 000 patients par an, et donc c'est une porte d'entrée qui est sans limite pour des patients qui sont par définition non programmés et qui n'ont pas de projet spécifique ou de projet médical. Les urgences règlent les problèmes qui ne sont pas réglés forcément ailleurs, et notamment dans les structures médico-sociales, et avec des difficultés de prise en charge et de qualité de prise en charge qui sont très acutisées et qui ne nous satisfont pas. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller autrement et de penser autrement le rôle du CHU, d'être sur du court séjour pour les structures qui en relèvent, avec beaucoup d'évaluations, beaucoup de traitements très courts. On essaie de se fixer 5 à 7 jours de DMS maximum sur des structures de court séjour, ce qui demande un travail considérable pour un CHU. Et si possible, et ça c'est le deuxième étage de la fusée, mais qui n'est pas encore tout à fait facile à mettre en œuvre, c'est l'évitement, éviter que les patients viennent au CHU, non pas sans raison, mais pour des mauvaises raisons. Ok. La mine. Les cliniques privées, ça trie les patients, c'est bien connu. Donc, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre des vieux, et des vieux malades en plus, alors que les cliniques n'accueillent que des jeunes et bien portants? Avec des cartes vitales Gold Platinum, ouais. Je suis content quand même que le CHU parle de rapporter. Ça fait plaisir, parce que d'habitude, c'est un langage que j'ai moi, et vraiment, on inverse les rôles. Je suis content que tu dises que les pharmaciens vont délivrer des médicaments et que ça a l'air de passer vraiment très bien. Je crois qu'à l'Assemblée, il y a quelques débats. C'est pas encore sûr. Et puis là, je suis content d'être à côté du licorne. Parce que Lamine, il n'est pas seulement président de la FHP, il est aussi pharmacien à l'origine. Je suis pharmacien et j'aime la pharmacie. Puis je suis content d'être à côté d'une licorne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une licorne. Vous savez ce que c'est? Parce que le gamin qui est là, excuse-moi si je fais des effets, le gamin qui est là, que j'ai connu il y a quelques années, qui est toujours aussi jeune, et c'est pas contagieux, ben, il pèse 1 milliard d'euros de capitalisation boursière. Donc vraiment, voilà, moi je suis honoré d'être à côté d'un jeune qui a réussi une start-up qui s'appelle Doctolib, tu vas en parler, et je fais ton speech. Mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ces jeunes qui réussissent. Alors, je suis là au titre de la FHP. Effectivement, les cliniques, on peut se demander ce que ça fout avec... J'ai bien aimé, j'ai adoré même la table ronde d'avant, parce que c'est vrai qu'on parle des aînés, tout ça, et on est toujours un petit peu gênés. Et là, c'était les vieux et les vieilles. Eh bien voilà, c'est bien. On va dire les vieux et les vieilles. Et on est vieux quand une personne, c'est ce que disait Jean tout à l'heure, quand la personne est juste au-dessus de vous. C'est un vieux et un jeune. Et donc on peut être vieux à 25 ans et jeune à 85,
Madame, vous l'avez montré de fort belle manière ce matin, parce que vous avez dit, j'ai pas tout compris, mais vous étiez au-delà de 86, et voilà, donc je ne sais pas, il y a des miracles dans la vie qui font que vous êtes un espoir pour nous tous, parce que c'est magique. Donc voilà, je voulais vraiment vous saluer et vous dire que j'ai adoré cette table ronde précédente. Alors les cliniques. Voilà, je vais parler de moi, c'est ce que je fais de mieux d'ailleurs quand je parle de moi, de ce que j'ai fait dans mon groupe, parce que la FHP, c'est les cliniques privées, médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite, psychiatrie, on soigne, on coupe, on tranche, on soigne, puis après on transfère à d'autres. Et quand j'ai créé mon groupe il y a 25 ans, je me suis dit on va créer ce qu'on appelle j'ai imaginé une filière de soins, une prise en charge globale. Donc ça a commencé par mon métier, qui est la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, et les urgences. Tu en prends 100 000, dans mon groupe j'en prends 80 000. Et je me suis dit après, qu'est-ce qui peut se passer? On accueille les patients en urgence, on les soigne, soit ils retournent à domicile, soit on les place. On les place où? En soins de suite, quelquefois en psychiatrie aussi, donc j'ai de la psychiatrie dans mon groupe, puis ça peut servir, hein. Benoît a tous quelques failles des fois, donc c'est bien d'avoir au sein de ces établissements un peu de psychiatrie. Et bien sûr, des maisons de retraite et de l'HAD. Et donc, il y a un lien qui se fait sur l'ensemble de cette filière de soins. Et donc, les cliniques aujourd'hui qui négligent, et tu viens de le dire, et ça me fait très plaisir, sur la médecine. L'essor du privé aujourd'hui, ce n'est pas la chirurgie. Parce que la chirurgie, c'est 70% de l'ambulatoire, c'est bien codifié, on a des parts de marché, 60-65%, on ne va pas se quereller sur les chiffres, mais le privé déjà est bien fort sur la chirurgie. Notre survie aujourd'hui, parce que nos établissements sont vides, c'est bien la chirurgie ambulatoire, mais il y a une perte de recettes parce qu'il n'y a pas les gens particuliers, et il y a une baisse de recettes parce que la tarification d'ambulatoire est heureusement moins importante que l'hospitalisation. C'est le but. Donc nous, maintenant, on remplit nos cliniques avec quoi? De la médecine. Et la médecine quoi? Gériatrique. Et mes plus gros chiffres d'affaires par médecin, c'est plus l'orthopédiste rayonnant ou triomphant de l'époque, c'est le médecin gériatre. Le médecin gériatre. Et ceux qui n'ont pas compris qu'il y avait une évolution dans la branche, et que j'explique toujours, que la médecine, c'est l'avenir de la FHP et des cliniques privées. Et ça doit retrouver ou avoir sa lettre de noblesse, parce que j'en fais depuis 25 ans. Donc, médecine, chirurgie, EHPAD. Et ce que j'ai remarqué, j'étais intéressé par le concours qu'il y a eu sur le taux d'hospitalisation des patients en EHPAD. C'était 7%. Donc moi, j'ai regardé sur ma statistique, parce que je suis à 1,5. 1,5 dans mon groupe. Non, c'est pas bravo. C'est parce que j'ai des infirmières et des médecins d'HAD qui vont tout de suite, avant que le patient ne se dégrade, pour soulager les équipes, intervenir dans mes EHPAD. Alors, si tu veux, ça s'appelle une filière de soins intégrée. Bien sûr qu'il y a un lien économique. Oui, c'est vrai qu'il n'y a jamais de vin à table le midi au mars, c'est pour qu'on puisse tenir à peu près la cadence. Ce soir. Oui, ce soir. Donc, cette filière intégrée, pour moi, c'est une chance, une opportunité. Donc, prendre en charge nos aînés, nos vieux et nos anciens, c'est une évidence. Une évidence. Et si le sanitaire ne se met pas avec le médico-social ou le médico-social avec le sanitaire, on essaie de se rapprocher. On a une convention collective commune avec le CINERPA. On a une convention collective commune, on essaie d'être ensemble. Et demain, je pense qu'il y aura un seul représentant, à terme, quand on aura réglé les problèmes de personnes. Tu sais ça. Tu sais ce que c'est, hein, les égos, les présidents. Non. Dès que tu es président, après tu vas rester président. Mais je pense qu'à terme, il y aura un président du sanitaire et du médico-social, parce que le médico-social, je le vois évoluer comme le sanitaire il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on ne parlait pas de qualité dans nos cliniques, on avait des normes A, B, C, D, qui étaient des normes de personnel et de surface. Aujourd'hui, le médico-social évolue vers les mêmes normes de qualité que le sanitaire, et c'est une chance. Merci. Donc on va être ensemble. Anne Moutel, tu as pris la direction du groupe UGCAM. Pour ceux qui ne savent pas, la sécurité sociale, en 1945, elle a d'abord commencé par gérer le système, le dispositif d'assurance maladie. Et puis, il y avait des administrateurs. Et parmi ces administrateurs, il y en avait beaucoup qui avaient repéré qu'il y avait quand même des manques dans le système. C'est comme ça que des établissements ont été créés ou ont été repris par l'assurance maladie en direct. Dans les années, au moment de créer les ARH, il y a 20 ans, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu incestueux comme relation, donc on les a un peu cantonnés dans une union de groupes qui s'appelle l'UGCAM, et tu en as la direction. Donc tu as un peu comme ton voisin, mais différemment, tu as dans ta palette beaucoup
C'est quoi aujourd'hui les personnes âgées pour le groupe UGCAM? Alors aujourd'hui, en fait, le groupe UGCAM, c'est 250 établissements. Historiquement, on s'est plutôt positionné quand même sur le handicap parce que, comme tu l'as dit, finalement, les administrateurs souhaitaient couvrir des besoins non couverts par définition. Donc, on a une palette d'établissements plutôt présente dans le handicap, mais pas seulement. Donc, on a 11 EHPAD, donc ce n'est pas énorme sur nos 250 établissements. On a 80 SSR, donc des soins de suite et réadaptation. Et dans ces SSR, on a beaucoup d'établissements de médecine physique et réadaptation très lourds, avec des plateaux techniques extrêmement techniques, qui sont très réputés. Mais quand on creuse un petit peu plus loin, dans ces SSR, on ne fait pas que de la prise en charge de rééducation des grands traumatisés, des blessés médulaires, des brûlés ou des traumatisés après un accident. On fait aussi de la prise en charge de la rééducation de personnes âgées. Alors, bon, quand on regarde le nombre de patients qui passent dans nos SSR, dans les SSR adultes, on a déjà 2 tiers de nos patients qui ont plus de 60 ans, 1 tiers qui ont plus de 75 ans, et 15% qui ont plus de 85 ans. Donc ça, c'est sur nos SSR. Évidemment, ces SSR, ils ont un but, c'est la bonne rééducation pour maintenir une espérance de vie en bonne santé et en autonomie. Et c'est là qu'on voit vraiment le lien santé et autonomie. Je pense que le SSR est vraiment un lien, une charnière entre ces deux mondes qui sont très cloisonnés en France. Mais le SSR, c'est vraiment la charnière entre santé et autonomie. Et on a enfin toutes nos structures médico-sociales, personnes handicapées, où là, on est extrêmement présent. Et donc, dans ces structures, on accompagne des personnes qui peuvent être soit des bébés, vraiment après la néonate, jusqu'à un âge avancé, puisque quand on parle d'allongement de l'espérance de vie, les personnes handicapées elles-mêmes ont vécu un allongement très important de leur espérance de vie. Et après, il faut savoir les accompagner avec des dimensions qui sont différentes, enfin, qui sont à la fois l'accompagnement du handicap, mais aussi, finalement, la prise en charge d'impact du vieillissement. Et donc, sur ce sujet, le groupe UGCAM est particulièrement bien placé. Tu veux dire que l'expérience que vous avez sur le suivi des personnes handicapées, sur leur réadaptation, sur tout ça, enfin, sur leur parcours de vie, finalement, c'est une excellente leçon. On peut en tirer des leçons pour la prise en charge des personnes âgées? Ou ça se confond? Non, effectivement, on peut en tirer des leçons. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant d'être à la fois sur le champ sanitaire et les champs médico-social, que ça soit personnes âgées ou personnes handicapées. Quand on suit l'ensemble des évolutions, des prises en charge, des accompagnements et des évolutions réglementaires. Moi, j'étais très interpellée ce matin par le débat sur finalement les accompagnements séquencés, modulaires. C'est exactement ce qui se passe dans le médico-social personnes handicapées. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement en dispositif pour les ITEP, qui sont des instituts thérapeutiques d'éducation pédagogique pour des jeunes avec des troubles du comportement, où en fait l'objectif c'est vraiment ça, c'est de pouvoir adapter et de pouvoir personnaliser l'accompagnement d'une personne en fonction de l'évolution de ses besoins. Quelquefois les besoins sont stables, et donc là ça ne pose pas de difficulté, c'est de l'hébergement permanent, mais quelquefois ils ne sont pas stables, et c'est important de pouvoir offrir une offre d'hébergement temporaire en EHPAD, mais aussi d'hôpital de jour en SSR pour faire un bilan. Et c'est vraiment la gradation de cette offre qui est fondamentale, et la lisibilité de cette offre pour finalement les acteurs de soins primaires que sont notamment les généralistes. Parce que je pense que... GRS? Pardon? Les GRS? Les GRS. Tu as dit les GRS? Pardon, les généralistes. Pardon. Les généralistes. Les généralistes. Enfin, la clé quand même, c'est que les généralistes sachent finalement quelles sont les expertises, où elles sont, parce que souvent on se rend compte que les SSR et l'offre des différents SSR du territoire, finalement les offres sont mal connues, et il pourrait y avoir beaucoup plus de recours directs qui éviteraient des passages aux urgences notamment. Mal connu passage, ça donne une bonne façon de passer. Alors Stanislas, évidemment, la mine m'a cassé ma baraque. Moi, j'avais l'intention de dire que
Lundi, à la télé, on a passé l'homme qui a tué Liberty Valance. Et ben là, on avait l'homme qui valait 1 milliard, mais c'est fait, donc je ne vais pas le redire. Non, j'avais simplement, je lui ai demandé, mais il a été très obéissant, Stanislas, parce que il voulait faire sa montée de fonds demain. Et je lui ai dit, non, fais-la hier, parce que comme ça, aux rencontres de Nice, on va parler de toi un peu, parce que sinon, tu n'es pas très connu. Donc, merci de l'avoir fait, Stanislas. Je sais que... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Doctolib, eh bien, donc c'est Stanislas, enfin, c'est lui et son équipe maintenant, de plus en plus nombreuses, avec un peu de sous maintenant. Et puis, comme tu l'as dit, la mine, c'est... avec le nom bien connu maintenant, tu es la seule licorne en domaine de la santé française. Donc, on est très heureux de t'avoir avec nous. Donc, toi, le thème des aînés par rapport à ce qu'a fait Doctolib jusqu'à maintenant. Tout à l'heure, on parlera de ce que fera Doctolib dans l'avenir. Mais jusqu'à présent, c'est quoi? C'est une catégorie particulière. On a l'impression, en plus, quand on dit start-up, quand on dit outils numériques, quand on dit tout ça, c'est des champs à des années-lumière des personnes âgées. Alors, et pourtant... Déjà, merci de m'avoir convié. Je ne sais pas trop ce que je peux te dire, parce que comme je ne suis pas médecin, comme il y a Lamine et Charles autour de cette table, donc je peux pas trop parler. Donc je vais essayer de parler des aînés, de territoire et d'organisation. Déjà, le premier élément, c'est que je ne pense pas que la révolution numérique ou l'évolution numérique, elle soit que là pour les jeunes. On a 30 millions de Français sur notre site par mois. L'âge moyen est plutôt au-dessus de 50 ans. En proportion, la tranche plus de 60 ans réserve plus sur Internet, sur Doctolib, que la tranche 50-60 ans. En fait, pour la simple et bonne raison que le parcours de soins du patient, il est complexe, il est opaque. Tous les éléments que vous avez très bien évoqués sur fragmentation, isolement des offres de soins, pas d'information pour les patients, ça fait l'existence de notre concept. Et nous, vous savez, il y a 5 ans, moi je connaissais bien moins bien le système de santé que la majorité d'entre vous. Et je la connaissais un peu pour les... Je la connaissais un peu, plus pour des raisons personnelles, mais je n'étais pas un aîné. Mais j'avais identifié que oui, c'est 11% du produit intérieur brut, oui, c'est un bien commun, oui, il y a 4-5% de croissance par an, oui, il y a des problèmes de financement, mais il y a surtout un problème d'organisation. Il y a surtout un problème qui est de dire, je ne sais pas s'il faut que j'aille en ville à l'hôpital, dans la clinique privée, dans l'EHPAD, dans le SSR, dans le centre de radio. J'attends 3, 4, 5 mois avant d'être pris en charge et je ne comprends rien. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là? On peut créer des plateformes pour les patients. On peut créer des blogs, on peut créer des services pour les patients. En fait, ça, je pense que ça ne sert à rien et que le résultat serait inexistant. Nous, le pari qu'on a fait, c'est de se dire, on va d'abord essayer de transformer les structures de soins. Et donc, on va d'abord essayer de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour qu'une structure de soins qui prend 30, 40, 50% de ses patients qui sont des personnes âgées, comment est-ce qu'on va transformer ces structures de soins? Et donc, comment est-ce qu'on va rendre plus efficace le suivi des patients, la consultation, l'accès aux soins, le secrétariat, la relation entre les professionnels de santé. Et c'est ça notre concept. Et ce concept-là, qu'on soit aîné ou pas, ça ne change rien. Aujourd'hui, il y a 3 enjeux pour moi de la transfo numérique. Le premier, c'est l'efficacité des cabinets des hôpitaux. Le deuxième, c'est la relation entre le patient et les structures de soins. Et le troisième, c'est la relation entre les structures de soins. Sur ces 3 axes d'innovation, il faut investir massivement. Et donc, investir massivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des technologies, des services simples à usage pour tout le monde. Et ça, c'est un point qui est fondamental. C'est qu'en fait, on s'en fiche de faire de la technologie pour faire de la techno. On s'en fiche de faire de la technologie pour un petit groupe d'individus qui comprennent tout et sur lequel il va y avoir l'intelligence artificielle, du diagnostic, etc. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'avoir un usage simple. Aujourd'hui, nous, on a identifié qu'il y avait un problème sur le rendez-vous et que le rendez-vous, c'était la clé du parcours. Et donc, on s'est dit, il faut que tout le monde puisse aller sur Internet, sur son smartphone, prendre un rendez-vous en 2 clics. On s'est dit que des secrétaires devaient pouvoir avoir un outil meilleur pour organiser leur activité de consulte. Et je peux vous assurer que ma
grand-mère qui a 88 ans. C'est probablement celle qui a pris le plus de rendez-vous sur Doctolib. Et c'est probablement elle espérait te joindre peut-être. Et c'est probablement ma meilleure commerciale. Je pense qu'elle a signé la moitié des médecins de Boulogne-Billancourt, une petite ville à l'ouest de Paris. Tout simplement parce que le volume de consultation est beaucoup plus important. Et plus j'ai un parcours de soins complexe, plus j'ai un volume de consultation important, plus je veux accéder à la santé de manière simple. Ce qui n'empêche que il ne faut pas que ceux qui n'accèdent pas au numérique, puisqu'il y a quand même 10, 15, 20% des patients qui n'accèdent pas au numérique suivant les zones de France. Pour eux, il faut que la prise en charge soit meilleure. Et donc le numérique, il est là pour réduire le temps administratif, réduire le temps sur les patients qui peuvent accéder au numérique, pour donner la possibilité au personnel encadrant, au personnel soignant, de se concentrer sur ces personnes-là, mais également sur les patients urgents et compliqués. Tout à l'heure, on viendra et tu nous diras les perspectives, mais justement, quand même, avec le grand débat, les Gilets jaunes, on a beaucoup parlé de la fracture numérique quand même. Est-ce que ça vous a incité à réfléchir sur comment justement permettre un meilleur accès à ceux qui sont à la fois physiquement, géographiquement en difficulté par rapport à ça? Alors nous, on a eu énormément de discussions avec les pouvoirs publics dans le cadre des chantiers de transfo, mais aussi dans le cadre des chantiers de transfo, mais aussi dans le cadre du grand plan. En fait, pour moi, le premier élément de la fracture, il est sur la lisibilité de l'offre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une telle distorsion entre l'offre et la demande qu'aujourd'hui, même dans les déserts médicaux, parfois l'offre, elle existe. C'est juste qu'elle n'est pas visible des gens. Donc, le premier point, c'est la lisibilité de l'offre. Le second point, c'est être sûr que les 100 millions de rendez-vous non honorés, qui sont quand même réalisés en France, qui sont un énorme enjeu de santé publique, parce que c'est des patients qu'on ne prend pas, que nos médecins, nos professionnels de santé ne prennent pas, soient réutilisés sur des patients qu'on peut voir. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut un accès simple. Et la vidéoconsulte peut le permettre de le faire, la téléexpertise permet de le faire, l'échange entre la ville et l'hôpital peut le permettre de le faire, une segmentation plus fine entre ce qui doit être fait à l'hôpital et ce qui doit être fait en ville peut permettre de le faire. Et donc, moi, j'ai une énorme conviction qui est de dire, évidemment qu'on n'a pas changé le numerus clausus, évidemment qu'on va avoir 10-15 ans avant d'avoir l'impact des décisions qui vont être prises dans les mois à venir. Par contre, en faisant gagner du temps médical, en faisant gagner en lisibilité, en fluidité, on peut résorber la fracture territoriale, en partie. Et vous voyez aujourd'hui, sur l'usage de Doctolib, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh, c'est top, à Nice, Lyon, Marseille, Toulouse, fantastique, ça marche trop bien ». En fait, le taux de réseau web, le taux d'utilisation de Doctolib par les praticiens, il est encore plus fort dans les zones de déserts médicaux. Pourquoi? Pour des raisons évidentes, du fait que l'accès est plus dur, les secrétariats sont plus submergés, la prise en charge des patients est plus complexe, et donc un système comme le nôtre qui marche mieux. Mais ce sera la même chose de plein d'autres startups et innovations qui seront faites dans les mois et les années à venir. Oui, enfin, il faut quand même être le premier, quoi. Bon, alors maintenant, on va essayer de se projeter et d'essayer de trouver, mais on a déjà des pistes, hein, mais voilà, comment on va faire mieux, comment on va, bien sûr, avec l'éclairage de ce matin, surtout de la dernière table ronde, avec l'éthique en tête, si j'ose dire, mais comment on peut mieux s'organiser pour mieux répondre sur nos territoires. Alors, Philippe, j'avais dit au tout début que j'emploierais le moins de sigles possible, mais quand même, les CPTS, mais quand même les PTA, c'est ça, voilà, toutes ces acronymes ou ces sigles, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, qu'on met sur des dispositifs et qui veulent dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des ressources dans un territoire et qu'on essaye de les organiser au mieux. Grosso modo, c'est ça. Mais comment les médecins, d'abord, est-ce qu'ils s'inscrivent dans cette démarche? Quelles sont un peu leurs exigences aujourd'hui? Est-ce qu'ils veulent des garanties? Et est-ce qu'ils sont prêts à s'engager justement sur ce qui est quand même demandé beaucoup, une responsabilité? Je ne parle pas d'une approche populationnelle, je parle d'une responsabilité territoriale. Oui, moi les CPTS, je suis un fan, hein, mais le problème c'est derrière qu'est-ce qu'il y a, quoi, hein, c'est combien de troupes, combien d'infanterie derrière moi, quoi.
c'est pas évident. Au début, faut se rappeler l'histoire. Bon, l'histoire, c'est la loi Touraine, c'est la création éventuellement des services territoriaux de santé. Ce service territorial de santé, c'était l'administration appliquée à l'ensemble de la santé et donc incluant les libéraux. Les libéraux, pour administrer des libéraux, c'est un peu compliqué, ou alors ils sont plus libéraux, mais enfin bon. Par contre, le libéral apporte... Tu veux libéraliser l'administration ? Ah, ça c'est un vaste sujet, ça c'est plus compliqué peut-être. Donc, restons sur le monde libéral. Le monde libéral apporte de la souplesse au dispositif. Donc, apportant de la souplesse, il est incontournable. Par contre, il faut effectivement organiser le monde libéral. Pour organiser le monde libéral, on a inventé les CPTS, et c'est le monde libéral qui a inventé les CPTS, enfin, du moins qui les a construits avec Jean-François Thébault, qui était quand même là au début pour contrer un peu le service territorial de santé. Donc, on ne peut pas être contre en tant que libéral, puisque ça vient de chez nous, si je puis dire. Bon, donc, organiser l'offre de soins libérale sur un territoire, à mon avis, est une bonne idée. Maintenant, j'ai l'impression, quand on construit, c'est-à-dire quand on rentre dans le dur, il y a un petit peu plus de difficultés à le mettre en œuvre que ce qui était escompté au début. Et bon, il y a des libéraux, très clairement, qui sont un petit peu arc-boutés sur leurs principes de base, c'est-à-dire, et d'ailleurs on le voit avec aussi, ça va sur le libre choix de l'installation, sur le libre choix de l'accès aux soins pour le patient. Enfin bref, on revient sur des fondamentaux au niveau du monde libéral, ce qui gêne un petit peu la création des CPTS, du moins qui les ralentit sûrement. Alors, je pense qu'effectivement, il faut que les libéraux aillent dans le sens des CPTS. Et je le disais tout à l'heure avec Claude Évin, les URPS, si j'ai un regret par rapport à ça, c'est qu'elles auraient dû, à mon avis, beaucoup plus mouiller leur chemise sur une boîte à outils complète pour qu'on fasse quelque chose qui maille réellement le territoire. Et ça, je n'ai pas réussi à l'obtenir. Je n'ai pas réussi à le faire. Je pense que c'est dommage par rapport à la suite, parce qu'il y avait forcément une utilisation obligatoire d'une structure administrative libérale pour mettre en place des CPTS de libéraux sur le territoire. Ce n'est pas possible autrement. Ou alors on fait confiance à l'administration pure et simple, où on demande à ce qu'elle se libéralise, mais ça c'est un peu plus compliqué. Mais on a, avec les URPS, une administration qui peut être au service des libéraux. Et je pense que ça, pour l'instant, je ne le sens pas vers... on ne transforme pas l'essai. Et j'aimerais qu'on le transforme. On va dire que c'est une pause dans une longue marche, c'est ça, hein, et qu'on va y arriver. Charles, le CHU, tu nous as parlé de ce obtenu de haute lutte, le centre de gériatrie au sein du sein, mais tu es aussi tête de pont d'un GHT, d'un territoire. Tu as des futurs hôpitaux de proximité dans ton territoire de responsabilité, et bien entendu, la chaîne de prise en charge, notamment des personnes âgées, elle s'inscrit dans ce territoire. Comment tu peux... quels outils et quelles perspectives tu vois dans cette dimension territoriale? Déjà, la question du vieillissement est sans doute, sur les projets de filière ou le projet médical et soignant partagé, la seule qu'on partage tous ensemble. Puisque dans notre GHT, nous avons le CHU de Nice et nous avons un hôpital avec 4 lits de médecine. Donc on a un écart qui est extrêmement grand entre des hôpitaux vraiment de proximité et qui ont vocation à le rester, et un centre universitaire qui assure le recours. Donc c'est une question qui est absolument prioritaire pour nous et qui adresse un grand nombre de questions, puisque à chaque fois qu'on évoque ces sujets, la question de l'accès à l'expertise, la question de l'accès à des prises en charge particulières pour les personnes âgées revient systématiquement avec des demandes qui sont sans limite, je dirais, de télémédecine, téléexpertise, téléassistance. Alors non pas dans un modèle centralisé où le CHU assurerait l'ensemble de la prestation pour les petits, il y aurait les petits et le CHU. On a des établissements dits périphériques, mais qui sont des centres hospitaliers de grande taille, qui ont un rôle à jouer aussi de régulateur dans un territoire qui est à la fois étendu et peuplé. Et donc on a un vrai sujet de maillage et d'organisation des soins au niveau du GHT. Je parle sous le contrôle de mes collègues chefs d'établissement des établissements partis ils sont pas très loin. du groupement hospitalier de territoire. Tout à fait, je sais. Et également de voir comment on peut
aider nos collègues établissements de proximité à assurer leur mission dans un cadre où on rencontre même ici, dans les Alpes-Maritimes, des difficultés en termes de démographie médicale et même au niveau du CHU de Nice qui est parfois très impacté. Donc il y a pour nous un enjeu, il y a une vraie opportunité à régler ces sujets. Alors la chance qu'on a, c'est qu'a priori, on n'a pas de centre hospitalier en transformation qui aurait été ciblé. Si on étend un peu la discussion en dehors des Alpes-Maritimes, on peut se dire que le fait qu'on mentionne qu'il y ait un premier niveau de gradation, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque on l'a toujours dit, mais on ne l'a pas mentionné de cette façon-là. On sait qu'il y a le super recours et qui est encore discuté, puisque les CHU ont aussi un modèle qui est en évolution, et il y aura le super recours et puis peut-être le super recours. Il y aura peut-être 2 classes de CHU demain. On a un premier niveau de proximité. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut organiser concrètement, à partir des parcours des patients, la gradation des soins et d'assurer le service à tout endroit et à tout moment sur notre territoire. Je ne suis pas mécontent de vous avoir fait rencontrer Stanislas et Charles, parce que je pensais que ça aurait donné du bon. Comment Doctolib t'aide concrètement dans ta gestion de tes prises en charge et des filières de gériatrie ou d'aînés? Alors, je vais préparer notre rendez-vous commercial dans une demi-heure en disant que c'est effectivement un outil fantastique de réorganisation. Stanislas l'a bien dit. C'est un outil d'accessibilité et de lisibilité, mais pour nous, c'est un outil de transformation numérique qui est majeur parce que c'est l'aiguillon qui nous permet de tirer beaucoup d'autres choses et de réfléchir à une organisation complètement différente en réutilisant les ressources libérées pour faire mieux sur des choses qui sont compliquées. Organiser le parcours de soins d'un patient en hôpital de jour, un retour à domicile complexe, c'est compliqué. Et quand on passe sa vie à répondre au téléphone pour prendre des rendez-vous avec des heures ou annuler des rendez-vous, c'est pas là qu'on va avoir la valeur ajoutée la plus importante. Donc c'est vraiment une solution qui nous aide beaucoup. On essaie de travailler justement sur le coup d'après, parce qu'aujourd'hui c'est l'organisation hospitalière des rendez-vous. On peut se dire c'est un petit truc, c'est un peu accessoire. Pas du tout. La question ce sera de dire comment ce type de solution, Doctolib et évidemment toutes les autres, pourront nous aider à outiller le service après-soins qu'il faut anticiper dès l'entrée du malade, comment nous aider à régler tout le problème de coordination et désiloter les offreurs de soins qui se trouvent après la porte de l'hôpital, sur lesquels on les connaît, on a des actions, mais c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement chronophage, et s'il faut tout chaîner, ça nous prend beaucoup de temps, et finalement on arrive à le faire pour 5 à 10% des patients, ce qui n'est pas du tout satisfaisant. Surtout avec des DMS qui baissent, des lits d'hospitalisation complète qui deviennent obsolètes. Je partage complètement ce qui a été dit. Et d'ailleurs, j'observe que la concurrence la plus forte entre les cliniques privées et le CHU de Nice, elle se fait sur la médecine gériatrique de court séjour. Donc c'est bien la preuve que le sujet, il s'est complètement déplacé. Voilà, c'est exactement. Mais on a un vrai enjeu sur ces visions en dehors de l'hôpital maintenant. Lamine, tu nous as dit tout à l'heure, finalement, l'avenir pour les cliniques, c'est la médecine gériatrique, c'est de faire quelque chose d'intégré, finalement, pharmacie, centre de santé, clinique, SSR, EHPAD. Bientôt, il va nous proposer des clubs de prévention, tels que je le connais, donc en amont, et des clubs de tricot en aval. Donc, est-ce qu'il y a d'autres modèles et quand il y a effectivement concurrence comme à Nice, comment on s'organise intelligemment? Alors déjà, j'ai acheté, tu sais toute l'affection que je porte à notre ancien ministre, mais ça c'était une bonne idée, sauf le nom. Je pense qu'il faut l'appeler GHP, groupe hospitalier public, parce que territoire, on a l'impression que ce sont eux qui font la politique de santé du territoire. Déjà, il faudrait qu'on ait un peu de place, si tu veux bien, je vous pousse un peu, nous laisser un petit peu de place sur les territoires et qu'on puisse vraiment décloisonner, c'est ce que veut notre ministre. Donc GHP. La proximité aussi, tu l'as dit, établissement de proximité. Tu as vu que l'amendement numéro 8 nous permet aussi, noir sur blanc, de pouvoir postuler. Et dans ta région, il y a un établissement privé qui va certainement postuler. Après, tu as parlé du super recours. Oui, pour moi, c'est le bon Dieu. Hein, parce qu'au-delà du CHU, il n'y a plus personne. Donc, c'est le bon Dieu. Donc, il y a CHU et CHU, certainement. Mais ça, je vous laisse vos classements entre vous. Sur le libre choix, tu en as parlé, Stan, et c'est vrai que quand je t'ai rencontré il y a 5 ans, peut-être déjà,
Moi qui sens bien les choses, j'ai absolument pas cru à ton histoire. Donc voilà, je voulais m'excuser de ne pas avoir anticipé, de ne pas avoir cru et d'être passé complètement à côté de l'évolution de la... Et c'est là où je me dis, je suis trop vieux, il faut que je fasse autre chose. Donc, il faut qu'on décloisonne, et tu as raison sur la prévention, et puis on peut faire un peu de thermalisme aussi dans la logique, on peut faire aussi de bien-être, et c'est vrai, voilà, c'est un paquet. Et moi, mes copains qui vieillissent comme moi me disent, on compte sur toi pour nous faire un centre entre nous. Voilà, un genre de club med senior, si tu veux, pour qu'on se retrouve les copains de fac de l'époque. Et donc, voilà, je prends les inscriptions pour les copains qui sont dans la salle. Si vous voulez, dans 15 ans, on se retrouve tous ensemble pour continuer cette belle aventure de la santé, du bien-être et de la prévention. Bon, les rencontres de Nice transformées en EHPAD, je n'avais pas encore vu ça, mais enfin, Didier, ça peut nous donner des idées. Allez. Bon, merci. Anne, un peu même question, parce que est-ce que la solution pour mieux organiser les parcours, les territoires, c'est de faire quelque chose d'intégré, ou c'est au contraire de vraiment soigner les articulations, ce que vous faites dans vos centres, mais les articulations institutionnelles? Alors nous, on ne cherche pas obligatoirement à avoir des offres totalement intégrées partout. On a hérité d'établissements qui sont sur des activités très variées et à des endroits très variés. Notre principe, c'est plutôt le partenariat et la coopération avec les offreurs du territoire. Le sujet, il me semble, là, c'est vraiment d'identifier les expertises, notamment gériatriques du territoire, pour la santé des aînés. Et notamment, ce matin, on a beaucoup parlé du domicile. Et qui gère la santé des aînés, c'est avant tout quand même le médecin généraliste. J'y reviens. Mais le médecin généraliste, je pense que quelquefois, il est un peu seul face à la complexité des parcours. Et je pense que le sujet, c'est comment analyser, écouter peut-être les médecins généralistes sur leurs besoins. Et je reviens à la lisibilité de l'offre à la fois, et qui ne soit pas obligatoirement du MCO. Et par ailleurs, autre domicile, l'EHPAD est un domicile, je le rappelle. Donc le résident en EHPAD, on doit aussi veiller à sa santé dans l'EHPAD, santé incluant par exemple aussi les soins dentaires. Il y a énormément à faire sur ce sujet des soins dentaires qui n'est absolument pas adapté. Or, problème de dentition veut dire dénutrition, hospitalisation. Donc c'est important d'avoir cette vision globale. Et par ailleurs, en EHPAD, l'un des sujets qui peut être très intéressant sur la coordination du territoire, c'est le DMP. Le DMP est quand même un levier essentiel si on veut pouvoir faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs. Et en EHPAD, l'intérêt, c'est de mettre toutes les informations du résident dans le dossier de liaison d'urgence, qui est quand même très utile au moment où, malheureusement, on n'a pas pu éviter le passage aux urgences des résidents, mais ça permet au moins que le passage aux urgences soit facilité en termes de qualité et peut-être de rapidité du séjour. Voilà. Merci. Stan, je te réserve pour la fin et pour la conclusion, parce que tu vas nous faire rêver. Il y a 3 grands postes aujourd'hui importants dans le système de santé qui sont vacants, la direction de la CNSA et 2 directions d'agences. Quand est-ce qu'en France ou dans ce pays, un patron de start-up deviendra directeur d'une ARS ? Je pense que l'ensemble des personnes autour de cette table sont plus forts que moi pour prendre ce job-là. Mais pour lever 150 millions, ça, c'est autre chose. Mais vous savez, j'ai eu beaucoup de questions parce que les médecins ou même les patrons d'établissement qui sont autour de cette table et qui savent ce que j'ai fait. Moi, ça fait 5 ans que je travaille entre 80 et 90 heures par semaine, que je vais dans chaque cabinet, chaque rue. Je pense que j'ai visité peut-être la moitié des MCO françaises moi-même. Et en fait, c'est juste que si on veut améliorer le système de santé, il faut un plan long terme. Et pour avoir un plan long terme, il faut de l'argent. Sinon, c'est impossible. On est 750 personnes. Aujourd'hui, on sera probablement 2 à 3 000 dans 3 ans. Comment est-ce qu'on peut payer ça? Moi, j'ai aucun patrimoine personnel. Donc, soit je lève d'argent et je convainc des investisseurs que c'est bien ce qu'on fait, et accessoirement l'État, puisque l'État est l'un de nos premiers actionnaires aujourd'hui. Soit je convainc les investisseurs de le faire, soit on le fait juste pas. Et bien évidemment, on n'a pas du tout le budget ni de Amine, ni de Charles, ni probablement le vôtre, mais on essaie quand même de faire quelque chose. Merci.